Bienvenue dans le débat de France 24. En français, s'il vous plaît, c'est le slogan retenu pour la journée internationale de la francophonie. C'est aujourd'hui, célébré dans 88 pays, les États membres de l'OIF, avec un objectif, assurer aux Français une visibilité sur la scène internationale face à la domination démographique du chinois et culturelle de l'anglais. Comment faire exister la langue de Molière à travers quelques 1500 rendez-vous et activités organisées partout dans le monde avec pour point d'orgue une dictée. Elle sera diffusée en direct sur les réseaux sociaux. Le français, langue vivante ou langue figée, comment s'enrichit le français aujourd'hui? Avec quels apports et quels projets, s'il en est un, porte la francophonie aujourd'hui, au-delà du simple usage commun du français en tant que langage? On en débat avec à mes côtés Bérangère Viennot. Bonjour. Bonsoir. Vous êtes traductrice, auteure de cet ouvrage « La langue de Trump », c'est paru l'année dernière aux éditions Les Arènes. Également parmi nous, de la rédaction de France 24, Fatibata Ouansania, ma consoeur ici même à France 24. Bonjour Fatibata. Bonjour. Rada Tirvassed, vous êtes directeur du département des langues européennes modernes à l'université de Pretoria en Afrique du Sud. Merci d'avoir fait le déplacement et d'être avec nous. Et puis on retrouvera dans quelques instants en duplex de Genève Metin Arditi, qui est donc avec nous, romancier, essayiste, auteur du Dictionnaire amoureux de l'esprit français, tout un programme, c'est paru chez Plomb. Il a reçu le prix littéraire Richelieu de la francophonie pour un autre ouvrage, c'était votre roman Metin Arditi, Le Turquetto. La langue française, elle se décline en 106 pays et territoires, parmi eux le Liban, où vous allez le voir, c'est un trait d'union autant qu'un moyen d'expression. Reportage signé Marguerite Silve. Réinstallée au Liban depuis 3 ans, Caroline a une mission, porter les valeurs de la langue française. Scolarisée 14 ans au Cameroun, puis au lycée franco-libanais de Nar Ibrahim, cette trentenaire d'origine libano-vietnamo-allemande choisit l'écriture. À travers ses textes, elle promeut une francophonie enrichie de ces mélanges. Finalement, la francophonie, c'est une langue qui permet une entente, c'est une langue qui permet une cohésion. Et la cohésion, elle est enrichie quand on a des individus qui arrivent de backgrounds différents. Et donc, pour moi, la francophonie que je défends aujourd'hui, c'est vraiment la francophonie de tous les milieux, de toutes les origines. Avec un premier ouvrage en 2016, elle est aussi l'auteure de recueils de proverbes illustrés. Objectif, faire connaître davantage leur héritage aux petits Libanais. C'est un livre qui est très ludique, pas seulement dans le sens où il donne des notions sur les proverbes, il donne des notions de géographie qui sont assez poussées. En parallèle de sa carrière d'écrivain, Caroline anime des ateliers scolaires. Une aubaine pour des enfants parfois défavorisés, comme ici dans le Hakar. Alors là, Fatima, elle est en train d'écrire une phrase qu'elle a elle-même pensée. Donc on est en train de l'aider à rédiger cette phrase au tableau. Et finalement, les histoires qui sont vraiment préparées par ces élèves sont des histoires qu'ils vivent. C'est vraiment des histoires qu'ils vivent à la maison, que ce soit de la violence, que ce soit des parents qui empruntent de l'argent et qui doivent rendre de l'argent avec des dettes. Sa présence est devenue indispensable. Les élèves, ils savent qu'elle vient le samedi, donc ils sont là quand est-ce qu'elle arrive, Caroline. Elle a créé avec eux un lien avec, en peu de temps. Ils ont confiance en elle, ils leur demandent des choses, peut-être ils ne le demandent pas à nous, à leurs parents. Au Liban, pour beaucoup, la francophonie reste une lueur d'espoir. Caroline est bien déterminée à continuer de la défendre. Émancipation. Pourquoi pas, c'est un vecteur d'émancipation, mais j'aime bien me faire aussi l'avocat du diable. C'est vrai que parfois le français, c'est une langue qui a été imposée. Et si parfois dans certains pays, il y a une certaine réticence ou un retour à d'autres langues qui étaient là avant, je pense que c'est aussi quelque chose qu'il faut écouter. À quoi mesure-t-on, Rada Tirvassed, la force d'une langue? Écoutez, il y a plusieurs façons de le faire. On peut prendre des critères différents et évidemment, on aura des résultats complètement différents. Un critère très simple, ça serait un critère démographique, voir le nombre de locuteurs. On peut... 300 millions de locuteurs aujourd'hui dans le monde. Et on nous annonce pour les 50 prochaines années un doublement de ce chiffre. On pourrait aller jusqu'à près de 750 millions de locuteurs. Sur ce plan-là, il faut dire une chose, c'est que on constate que de plus en plus, le centre de gravité de la langue française, c'est l'Afrique. Et on prévoit une croissance démographique du continent africain. On prévoit également, si vous voulez, une croissance économique d'un certain nombre de pays, dont des pays francophones, comme par exemple la Côte d'Ivoire, et on prévoit un taux de croissance de supérieur à 6% pour les prochaines années à venir. Donc il y aura une demande pour le français sur le plan institutionnel. Et quand il y a aussi croissance économique, mobilité sociale, il y a aussi une demande sociale pour les langues qui expriment la mobilité sociale.
Donc, la force d'une langue, c'est aussi dans la dynamique des langues, si vous voulez. Et puis, il y a la force institutionnelle, politique des langues. Donc, pour répondre à votre question initiale, il y a plusieurs types de critères pour mesurer une langue. Et ces critères, évidemment, donnent des résultats complètement différents. C'est dire, Fatimata, que le français, aujourd'hui, s'enrichit de ses apports venus d'Afrique, avec ces termes entrés dans le langage courant, comme enjailler, comme ambiancer, comme avoir le seum. Autant de termes qui montrent que, finalement, le français, aujourd'hui, il vit davantage, ou en tout cas, il s'enrichit davantage dans les rues de Kinshasa, d'Abidjan, qu'à l'Académie française? Absolument. Et d'ailleurs, ça remonte avant Enjaillé. On a eu Essencerie grâce à Léopold Sédar Senghor, qui était donc un vice-président sénégalais entré à l'Académie française, qui a fait entrer déjà des premiers mots qui ont été véhiculés comme ça. Mais c'est très important de voir le poids de l'Afrique, évidemment. On parle de 40% aujourd'hui de locuteurs francophones sont africains, et d'ici 2070, on parle de 80% des francophones seront africains. Donc évidemment, l'apport des Africains et des langues vernaculaires, à l'opposition des langues véhiculaires que seraient le français et l'anglais, sont indispensables et vraiment marquent vraiment la différence. Et cet apport-là, il ne doit pas être vu comme une menace, bien au contraire, ils enrichissent une langue et ils témoignent de l'amour que les locuteurs ont vis-à-vis de cette langue. C'est-à-dire qu'ils sentent un rapport de proximité tellement grand, si vous voulez, qu'ils se permettent de jouer avec. Et c'est la meilleure façon de s'approprier une langue, finalement, quand on peut jouer avec, qu'elle n'est pas du tout figée et qu'elle est vivante. Et bien au contraire, au lieu de voir ça comme une menace, il faut pouvoir voir ça comme un apport extrêmement positif et puissant qui nous enrichit tous et qui permet que la langue, loin d'être figée, elle soit de plus en plus véhiculaire, qu'elle circule. En fait. Bérangère Viennot, le français, langue à usage exclusif ou complémentaire? Je pense que le français, il y a un français organique, le français que nous parlons et que la rue parle, et qu'en fonction du pays francophone, chaque français est différent, et que ce français organique a droit de citer et un vecteur aussi valable où qu'il soit et quelle que soit sa forme en réalité, et qu'on ne peut pas demander à une langue de se transformer verticalement de haut en bas, mais c'est toujours de bas en haut, et que c'est à ça qu'il faut prendre acte, je pense, dans la francophonie. C'est que la francophonie, il y a un véhicule commun, donc une langue commune que tout le monde a, mais qui est une base commune, mais que toutes ces variantes, tous ces éléments qui sont uniques à chaque pays, en fait, sont tous respectables et ne doivent pas être confrontés comme s'ils étaient opposés, mais se complètent en effet et deviennent complémentaires. Une langue en compétition à Tirvassen avec l'anglais et l'espagnol? Écoutez, moi je crois qu'il faut éviter de poser la question en ces termes-là. Je crois qu'il faut regarder d'abord ce qui se passe dans des contextes nationaux. Et dans ces contextes-là, les langues opèrent sur un mode de répartition des fonctions. Et donc, les langues sont en partage, et d'une part, et d'autre part, un peu dans ce qu'on a raconté, on est tous prêts maintenant à comprendre qu'il faut accepter la pluralité, la diversité. Et donc, il ne faut pas poser les rapports entre les langues sous forme de compétition, mais il faut voir ce que les langues peuvent apporter les unes les autres par rapport à la communauté humaine. C'est ce que dit Louise Mushikiwabo, la secrétaire générale de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie. Elle se présente, elle, comme une adepte du multilinguisme, ce qui s'inscrit d'ailleurs dans le projet qu'avait décrit Emmanuel Macron. Lui-même, il avait plaidé pour la défense du français dans le cadre du plurilinguisme. C'était un discours prononcé le 20 mars 2018. Écoutez. Lorsque je me suis rendu à Davos, je me suis d'abord exprimé en anglais, puis en français. Certains auraient préféré que je ne m'exprime qu'en français. Mais s'exprimer en anglais dans une enceinte réunissant la communauté des affaires, c'est d'abord utile, et c'est montrer que le français se construit dans ce passage, dans ce plurilinguisme, dans cette capacité à parler la langue de l'autre, y compris lorsque c'est la langue devenue dominante, parfois à visée hégémonique, dans le monde des affaires. Mais aussi pour ramener ceux qui parlent anglais à la langue française, lorsqu'il faut parler des valeurs qui nous guident et du regard que nous portons sur la mondialisation. La francophonie doit faire droit aux autres langues, en particulier aux autres langues européennes, mais à toutes les langues que la mondialisation fragilise ou isole. Le français ne peut se développer que dans ce plurilinguisme, que dans ces traductions permanentes.
Metin Arditi, vaut-il mieux favoriser, comme semble le dire, aussi bien Louise Mushikiwabo qu'Emmanuel Macron, l'expansion de la langue, une pratique répandue, quitte à ce qu'elle soit imparfaite ou imparfaitement maîtrisée, plutôt que chercher des locuteurs capables de lire Proust dans le texte et de penser en alexandrin comme Molière? Écoutez, chercher des locuteurs, comme vous dites, qui lisent Proust dans le texte ou parler en alexandrin, c'est une chose. Se mettre soi-même, quand on est français, à parler mal l'anglais, c'est autre chose. Non, moi je ne suis pas d'accord du tout avec cette idée qu'en cédant du terrain, on gagne du terrain. Non, on cède du terrain, point final. C'est ce que vous pensez. Du coup, vous êtes d'accord avec le fait qu'on débaptise des termes anglo-saxons pour les convertir au français, rebaptisés email, courriel ou fake news, infox? Pour vous, ça a du sens? Bon, il y a un certain nombre de mots qui sont entrés dans la langue. J'en ferai pas une affaire. Simplement, on peut parler un français tout à fait correct sans tomber dans le travers de parler ce qu'on appelle le globish, c'est-à-dire le global English, qui consiste rien moins qu'à vouloir passer pour américanophone alors qu'on a la chance d'être francophone. Voilà. Donc, c'est vraiment une question de bon sens, de discernement. Sur ce que l'on disait il y a quelques minutes avec nos invités ici même en plateau, l'enrichissement de la langue française par ces termes venus pour certains de la rue dans certains pays d'Afrique du Nord ou d'Afrique subsaharienne. Quelle est votre opinion? Vous pensez qu'il faut bien sûr que la langue française se régénère de cette manière? Écoutez, je ne peux pas avoir une opinion sur l'impact que peut avoir une région, par exemple subsaharienne, sur la langue française que l'on y parle. J'imagine que cet impact sera localement un enrichissement. Mais il ne faut pas se faire d'illusions. Je veux dire, c'est un petit peu croire au Père Noël que penser que moins on parle une langue juste et, je dirais, d'une certaine élégance, d'une certaine pureté, et mieux c'est pour le français. C'est ridicule. Vouloir accommoder d'autres langues dans une langue, c'est une idée qui n'a pas de sens. Fatimata Ouensane. Alors, c'est pas le projet. Là, moi, comment je le vis, en tout cas, en tant que française d'origine sénégalaise, c'est un enrichissement en fait qui n'est pas du tout antinomique. C'est-à-dire qu'on conserve la beauté de la langue, et je vois que monsieur a écrit un dictionnaire amoureux de l'esprit français. Donc cet esprit français, il ne se perd pas en fait, il ne se délite pas dans les langues. Simplement, il y a un parallèle qu'il faut observer qui pour moi est très important. Au-delà du français comme langue, donc ce que je disais tout à l'heure, véhiculaire, c'est la régénération, si vous voulez, des langues locales. Pour rappeler l'esprit de Nyungi Thiongo, qui est un grand écrivain kényan, qui a mis au devant de la scène ce fameux débat, c'est-à-dire à quel moment les Africains vont se réapproprier leur langue locale, vernaculaire, pour les mettre au devant de la scène, pour qu'elles reprennent du poids. C'est de sorte que finalement, le français soit plus, ou l'anglais ne soit plus un ersatz ou une sorte d'appui bancal pour pouvoir transvaser, si vous voulez, des petits mots comme ça, un peu à la dérobée. Donc l'idée, c'était pas ça, c'était de dire, en grandissant et en instaurant une vraie valeur de ces langues locales vernaculaires, finalement, parce qu'à travers la langue, il y a la culture, ne nous leurrons pas, c'est-à-dire que c'est une décolonisation des esprits qui se met en branle. Donc clairement, quand on réinstaure l'identité des gens et qu'on les réinstaure dans leur fierté ou dans leur identité culturelle, eh ben, ils se réapproprient de leur langue et en vis-à-vis, du coup, leur langue n'étant plus une langue subalterne, ils la voient en vis-à-vis.
et du coup, ils étudient le français ou l'anglais comme une langue équivalente. Et là, elle s'enrichit, elle se développe, elle se partage. Ça participe, c'est ce que vous disiez un peu finalement, Bérengère Viennot, juste après ce repas, ça participe de l'appropriation aussi de la langue. Il y a plus ce rapport finalement de domination ou d'imposition qui est vécu par ceux qui n'ont pas fait le choix finalement forcément du français, à qui on l'a imposé. C'est vrai que la langue, avant tout, c'est quelque chose de culturel. C'est-à-dire que une langue, si on la sort de tout contexte, en fait, ça ne sert à rien. Ça sert la langue à se représenter le monde tel que nous le vivons, chaque individu, chaque collectivité, chaque pays. Et c'est pour ça qu'il y a plusieurs sortes de français d'ailleurs, puisqu'il y a à chaque pays francophone sa culture. Ça marche pour toutes ces sortes de langues et c'est aussi à ça que sert la traduction. Et je pense que ce phénomène culturel, en réalité, c'est ça qui est le plus important et c'est ça aussi qui dérange et qui gratte quand certaines personnes s'opposent à ce que la langue française s'enrichisse de vocabulaire étranger. C'est pas la langue en fait qu'on a peur de dénaturer. La langue, elle existe fixée dans certaines règles. Ce qu'on a peur de dénaturer en fait, c'est peut-être l'esprit français sur lequel a écrit ce monsieur. C'est peut-être aussi la culture. C'est normal que ce soit quelque chose qui fasse peur parce que tout ce qui est nouveau est toujours un petit peu effrayant. Mais il faut pas oublier que les langues, chaque langue est un brassage. Les langues sont toutes nées de mélanges avec leurs voisines. L'anglais qui est si récriminé justement, c'est un mélange de latin, de vieil anglais, de langue germanique et surtout, il faut pas l'oublier, de français, beaucoup de français. Au XIe siècle, quand Guillaume le Conquérant est arrivé en Grande-Bretagne, en Angleterre, il a amené avec lui une forme de français qui s'est vraiment ancrée dans la langue anglaise de l'époque et qui donne l'anglais d'aujourd'hui. Donc tous les enrichissements qu'il y a eu à cette époque-là qu'on ne conteste plus, ils sont en train de se produire à une autre échelle, puisqu'avec les nouveaux médias c'est plus rapide, mais c'est aussi naturel et organique. Merci Bérengère Viennot. Je fais réagir nos autres invités dans un instant. On arrive déjà au terme de la première partie, mais on va reprendre dans 2 minutes et je vous donnerai évidemment la parole à vous, Rada Tirvassen, et puis on retournera voir Metin Arditi à Genève. Restez avec nous. La journée internationale de la francophonie, c'est aujourd'hui et bien entendu, France 24 se met pour l'heure à l'heure francophone, avec toujours à mes côtés pour cette deuxième partie du débat, Bérengère Viennot, traductrice, auteure de La langue de Trump, c'est paru aux éditions Les Arènes. Voilà, je le montre à nouveau. Fatimata Wansania, ma consoeur de France 24, est également toujours avec nous, tout comme Rada Tirvassen, directeur du département des langues européennes modernes à l'université de Pretoria en Afrique du Sud, et puis toujours avec nous en duplex de Genève, Metin Arditi, romancier, essayiste, auteur du Dictionnaire amoureux de l'esprit français. Ça vient de paraître cette année chez Plomb. Je précise que vous avez également reçu le prix littéraire Richelieu de la francophonie pour votre roman Le Turquetto. On évoquait juste avant la fin de cette première partie de débat l'enrichissement de la langue française, de ses différents apports. Vouloir bannir justement ces apports, Rada Tirvassen, est-ce que ce n'est pas un combat d'arrière-garde finalement qui contribue à ringardiser le français plus qu'à le populariser? Alors, je vais commencer par vous dire ce que le rapport sur la langue française dans le monde qui a été en fait lancé aujourd'hui par l'OIF dit sur un certain nombre de représentations, de perceptions que les Africains se font de la langue française. Il ressort d'enquêtes qui ont été conduites dans un certain nombre de pays qu'il y a beaucoup de locuteurs africains qui considèrent que le français est pour eux encore une langue coloniale. Et donc, il y a là, si vous voulez, quelque chose d'extrêmement important. Il est important, si vous voulez, effectivement, comme vous l'avez dit, qu'on passe de ce type de représentation à un autre type de rapport avec la langue, où les gens s'approprient cette langue, qui est leur langue, qui est la langue de leur communauté, qui dit leur vécu culturel quotidien. Donc, et pour cela, il faut comprendre que des attitudes de repli identitaire ou linguistique, des discours en fait qui veulent valoriser une norme, celle du français de France, vont à l'encontre de ce type de dynamique que l'on veut en fait promouvoir pour que les gens s'identifient à cette langue. Et ça, c'est mon premier point. Mon deuxième point, c'est que ça n'est pas aux linguistes de venir dire comment les gens doivent parler, qu'est-ce qu'ils doivent accepter.
Vous niez, par exemple, aux académiciens le droit de dire ce que doit être le français aujourd'hui? Écoutez, moi je vais vous dire quelque chose. Si vous regardez un peu toutes les contraintes, toutes les pressions que les académiciens ont mis sur la langue française, c'est pas pour ça que la langue n'a pas évolué. Et la langue a évolué non pas seulement en France, mais également au Québec, au Sénégal, en Suisse, à l'île Maurice, etc. Donc, vous savez, je veux dire, toute la pression que l'on peut mettre sur une langue va à l'encontre de la créativité des gens. Les gens, ils ont besoin de dire leur vie quotidienne. Ils ont besoin de dire leur vécu. Comment est-ce que vous croyez que quelqu'un qui est au Sénégal va pouvoir dire son vécu si on lui dit que les mots qui disent un certain nombre de pratiques alimentaires sont bannis de sa langue, de la langue... Et qui n'existent pas en français. Qui n'existent pas en français de toute manière. D'autre part... Oui, il y a la difficulté à nommer, tout simplement. Oui, nommer, transposer l'imaginaire. Exactement, mais d'autre part aussi, il ne faut pas aussi oublier que les gens, ils font preuve de créativité. Ils ont besoin de dire autrement les choses qui existent. Ils ont besoin d'utiliser leur syntaxe, leur vocabulaire. Et donc, cette créativité-là, si vous mettez fin à ça, vous tuez, en fait, la langue dans son rapport. Oui, et juste un tout petit point, si je puis me permettre, c'est reprendre simplement les mots de Kateb Yassine, le grand écrivain algérien, qui dit que c'est un butin de guerre. En fait, après la colonisation, les pays décolonisés ont acquis la langue française comme un butin de guerre. Aujourd'hui, ils en font ce qu'ils veulent. C'est ça, en fait. Metin Arditi, vous acceptez l'idée qu'il y ait une charge émotive, historique et même politique à l'usage de la langue, le français en l'occurrence, et que pour le faire accepter aujourd'hui, il faut accepter aussi ses accommodements ou ses apports. Alors écoutez, je suis d'accord avec l'idée qu'il existe de manière évidente un problème politique, un problème historique, et un passé colonial. Là, on est parfaitement d'accord. Maintenant, comment y répondre? Ça, c'est autre chose. Parler une langue, c'est un petit peu comme apprendre à jouer d'un instrument de musique. Il faut des règles. Et pour arriver au point où on peut improviser, il faut, pour commencer, maîtriser les règles avant de pouvoir les briser. Et c'est très bien la créativité, mais il faut en être encore soi-même maître, capable. Et ce qui peut effectivement apporter une réponse à un sentiment d'avoir affaire encore à une séquelle du colonialisme dans un pays donné n'est pas forcément la norme pour une langue en général. Une langue est faite de règles. Et ces règles, ma foi, je pense qu'il faut les respecter si l'on veut acquérir, au moyen de cette langue, une manière d'exprimer une pensée aussi précise que possible. La pensée ne peut pas être plus précise que la langue que l'on utilise. Voilà où on en est. Angère Viennot, vous vouliez réagir? Oui, je pense que vous avez parfaitement raison. Et les règles de la langue sont le plus petit dénominateur commun de tous les pays de la francophonie. Et oui, il faut des règles. En revanche, moi, quand j'entends des débats sur la langue française et sur son supposé enrichissement ou appauvrissement, c'est très, très rarement sur les règles de la langue que ça porte, mais sur son vocabulaire. Et son vocabulaire, donc... des mots qui sont riches en contenu culturel. Encore une fois, je reviens à la même chose, mais il me semble qu'en effet, il faut des règles. Vous avez tout à fait raison, c'est comme pour un instrument de musique. En revanche, après, on joue les morceaux qu'on veut et on peut prendre une partition déjà écrite et la jouer un petit peu différemment, trouver ça joli. On en a parfaitement le droit. Quoi, la grammaire ? À condition d'en respecter la grammaire. Et quand bien même, vous savez, je pense qu'il y a sûrement certains auteurs et certains poètes qui peuvent se permettre de dézinguer la grammaire et qu'on puisse trouver ça très bien, pourquoi pas. Mais dans un souci de communication et de communication internationale pour ce qui est la francophonie, les règles sont là et je ne crois pas, à ma connaissance, qu'elles soient mises en danger, ni même que personne ne les sente vraiment menacer, ces règles. Encore une fois, c'est le contenu et le vocabulaire dont on parle là quand on a un problème avec des termes étrangers qui viendraient en français. On l'a effleuré, le contenu politique. Derrière une unité de langue, la francophonie aujourd'hui, c'est une organisation, l'OIF, qui regroupe 88 États et gouvernements. Elle porte un projet politique commun, Fatimata? Alors, commun, je ne sais pas, mais en tout cas, d'aucuns auraient peut-être l'esprit mal placé et penseraient que finalement, c'est le bras armé politique de la France. C'est ce que les gens pensent. Les gens pensent que finalement, c'est une organisation composée
essentiellement, il y a 22 pays africains qui servent de monnaie d'échange au moment des votes au Conseil de sécurité de l'ONU, pour dire ça simplement. Donc, finalement, le projet n'est pas clair. Clairement, le projet politique de la francophonie n'est pas clair. C'est pour ça qu'il est souvent d'ailleurs décrié. Et derrière la francophonie, qui est censée être un ensemble finalement de tous les pays locuteurs du français, se retrouvent des gens autour de la France et autour du président français, clairement, donc de Macron en l'occurrence. Donc ce qui fait qu'on ne voit pas ça comme un club égalitaire où les gens puissent discuter, etc., d'avenir politique. Mais on sent bien que derrière tout ça, il y a un projet politique et économique très fort, parce que les 22 pays africains dont on parle, c'est le moteur de la croissance africaine. Donc, il y a 3,2% voilà, de cette croissance-là dans ces 22 pays africains. Ils représentent la partie la plus dynamique de l'Afrique aujourd'hui. Et ça fait 58 que c'est pas d'ailleurs un hasard que les pays anglophones commencent de plus en plus à s'intéresser à l'Afrique francophone, parce qu'il y a un moteur de croissance. Donc, derrière, évidemment, il y a des arguments économique derrière les arguments politiques. Mais alors, trouver un dénominateur commun politique, alors là, il faut chercher. Hein. On peut comparer, quand on écoutait effectivement l'Organisation internationale de la francophonie comme finalement un club de vote au sein du Conseil de sécurité de l'ONU, on peut la comparer au Commonwealth côté britannique. Est-ce que ça a un sens, Rada Tirvassel ? Écoutez, moi je vais vous dire quelque chose. J'éviterai d'entrer dans le débat, si vous voulez, politique. Et je me limiterai à la question strictement linguistique. Non mais pardonnez-moi, c'est suffisamment politique pour qu'on ait jugé lors du dernier sommet de la francophonie à Erevan en octobre que la candidature d'un pays comme l'Arabie Saoudite n'était pas opportune au motif qu'il ne partage pas les mêmes valeurs que celles que prétend défendre la France et d'autres grands pays de la francophonie. De ce point de vue-là, oui, effectivement. Je pense que la francophonie doit en fait constituer une base de valeurs politique, un socle de valeurs commun auquel adhèrent en fait tous les membres. Ça vous semble logique ? Ça me semble non seulement logique, mais même élémentaire, si vous voulez. Il faut commencer par là. Ouais. Sinon, on va nulle part. C'est votre avis aussi à vous. Je vous donne la parole dans un instant. Mais Metin Arditi, c'est votre avis également ? Il y a un projet politique derrière cette langue, ou en tout cas un socle de valeurs ? Je vais vous répondre à côté, si vous permettez. Vous parlez de l'OIF. C'est très bien. J'aurais souhaité que vous parliez de l'Alliance française, qui est présente dans un beaucoup plus grand nombre de pays, qui est faite largement de bénévoles et qui a joué pour la dissémination de la langue et surtout de la culture française un rôle historique et international de premier plan, probablement d'un impact plus important que l'OIF. Et aujourd'hui, cette organisation n'est pas, je dirais, nourrie par la France et en particulier par le Quai d'Orsay, qui est en quelque sorte son mentor, comme elle devrait l'être. J'en prends pour exemple qu'en juillet dernier, pour des raisons qui m'échappent et qui échappent à beaucoup de monde, le Quai d'Orsay a fermé l'Institut français de Naplouse, qui était pratiquement la seule fenêtre sur le monde de cette ville de Cisjordanie de 150 000 habitants. Ce n'est pas comme ça qu'on défend la langue française. Alors on peut faire des réunions dans le monde entier, y compris à Yerevan, qui n'est pas une ville francophone, et fermer l'Institut français de Naplouse, qui a près de 400 étudiants qui se retrouvent tout à coup devant une porte close, eh bien, je trouve que ce n'est pas la bonne façon de développer la francophonie et d'offrir au monde ce que la culture française a à lui offrir. Gervier-nous, une mauvaise utilisation de ces instances ou institutions censées porter la francophonie ? Je ne savais pas pour Naplouse. En effet, c'est dommage pour ses étudiants. Mais encore une fois, je ne suis pas sûre que la langue française ait besoin qu'on la défende.
Je pense que c'est pas une langue qui est en danger, c'est une langue qui est en danger, c'est une langue minoritaire qui serait parlée dans un pays envahi et dont les oppresseurs, par exemple, interdiraient l'usage. Le français, je pense que organiquement, il se défend tout seul. Mais pour revenir sur les valeurs communes que vous évoquiez tout à l'heure, je pense que c'est un vœu pieux, je pense que c'est une bonne idée, que ce serait vraiment bien que ça se produise comme ça, mais malheureusement, je ne pense pas une seconde que parce qu'on partage la même langue, on puisse partager automatiquement les mêmes valeurs. Alors, il faudrait... Vous auriez été choqué que l'Arabie Saoudite adhéra à l'Organisation internationale de la francophonie? Pour d'autres raisons, oui, en effet, pour des raisons de valeur. Mais moi, ça ne m'étonne pas que, parce que l'Arabie Saoudite, c'est un exemple, mais il y a sûrement aussi d'autres pays francophones dont en France, on ne partage pas les valeurs. Et alors, c'est peut-être sur une échelle qui est moins choquante. Le Qatar en est membre. Hein. Voilà, mais en l'occurrence, c'est pas parce qu'on partage une langue, et puis bon, le Qatar, c'est pas la langue maternelle non plus, le français, mais c'est pas parce qu'on partage la même langue qu'on est obligé de tout partager. C'est comme dans une famille. On partage le même patrimoine génétique. Ça veut pas dire que on va partager les mêmes valeurs et qu'on va avoir les mêmes opinions. Enfin, ça n'existe pas. Donc, je pense que ça relève vraiment d'un vœu pieux. Il y a la question, effectivement, qui a d'ailleurs été soulevée par Metin Arditi, s'agissant de l'Organisation internationale de la francophonie, Fatimata, de l'Arménie. Pourquoi, effectivement, Erevan, pays certes ami, mais où le français n'est pas une langue native. Et puis, reste quand même l'épineuse question du Rwanda, pays qui a remplacé le français par l'anglais comme langue d'enseignement obligatoire. Fallait-il nommer l'un de ses ressortissants, en l'occurrence la Rwandaise Louise Mushikiwabo, comme secrétaire général? C'est la preuve que c'est une décision politique, clairement. Et donc, c'est pas un socle de valeurs identitaires ou autres, c'est politique. C'est clairement, c'est payé. En fait, c'est la récompense des efforts qu'a fournis depuis un certain nombre d'années, parce que moi, j'ai vu le président rwandais venir pas à pas se rapprocher, parce qu'au début, on l'a dit, très distant du monde francophone, et à juste titre d'ailleurs. Kagame, donc il était très distant de ce monde francophone pour des raisons politiques évidentes, parce que la France, et que ce qu'on sait de la parti pris ou pas, d'ailleurs, dans le génocide au Rwanda. Donc clairement, l'actuel pouvoir rwandais considère que la France a été au minimum passive, voire complice du génocide rwandais. Donc pendant des années, ça a été compliqué. Et là, il est revenu. Mais pourquoi ? Pour des raisons économiques évidentes. C'est-à-dire que le poids, donc je rappelais, de ces pays francophones dans le dynamisme économique, et on sait le travail que fournit Paul Kagame pour justement sortir clairement la tête de l'eau pour son pays et pour le reste du pays. Il a une vraie vision hégémonique, on va dire, faut pas se le cacher, sur l'Afrique. Donc forcément, cette espèce de hold-up qu'il a fait clairement, ce que certains pourront dire, sur la francophonie, c'était une vision d'abord économique, ensuite politique, et évidemment, la France y a vu un intérêt. Donc, c'est une décision qui est cohérente, on va dire. Alors après, est-ce que ça solde le passif de ce qui s'est passé au Rwanda? Non. Ça prouve simplement qu'il y a une réelle politique qui se met en place, y compris au sein de l'OIF, et la langue n'est finalement qu'un prétexte. Ça aurait pu être autre chose, le club d'échecs des 25, et ils auraient très bien réussi à s'entendre par ailleurs, parce qu'évidemment, il fallait bien trouver une raison pour pouvoir solder ce compte douloureux, finalement. Metin Arditi, la francophonie mise au service des intérêts diplomatiques de la France, est-ce un dévoiement d'après vous? Je dirais que ça dépend de la sincérité des sentiments, parce que la francophonie, plus précisément la France et sa culture, c'est un cadeau et c'est un partage. Alors, si on le propose avec ce qu'il faut d'abord comme détermination, et là il y a évidemment une dimension politique parce qu'il doit y avoir une dimension économique. Pendant très longtemps, la France a été omniprésente au Proche-Orient. Omniprésente, y compris dans des pays où elle n'a jamais été puissance mandataire ou puissance coloniale, et encore moins, je dirais, puissance économique. Exemple, la Turquie, le pays où je suis né, où beaucoup de gens parlaient français, et chez moi à la maison, nous entendions 5 langues, mais la langue commune à table, c'était le français. Et si tel était le cas, c'est parce que la France faisait des efforts. Et donc je trouve tout à fait légitime, lorsqu'on est héritier d'une telle culture, de la partager. Et bien entendu, il y aura
un dividende là-dessus. Alors le dividende sera des jeunes qui voudront venir étudier en France. Il y a quelques jours, une amie turque me parlait de son père, natif de Smyrne, qui disait non, moi je ne veux pas aller à Istanbul étudier, je veux aller à la Sorbonne. La Sorbonne était un mot magique en Turquie. Donc il y a évidemment un effort à faire. Cet effort était fait de manière forte. Ça n'est plus le cas. Bérengère Viennot. Écoutez, je suis un peu perplexe. D'une part, pour revenir sur les étudiants qui auraient envie de venir étudier en France, oui, c'est fort dommage d'ailleurs que les droits d'université soient augmentés pour eux, parce que ça va tout à fait à l'encontre de ce genre de politique. Et d'autre part, je pense qu'il ne faut pas confondre prôner la langue française parce qu'elle est belle, parce que ça comporte une culture, parce qu'il y a un message peut-être humaniste à l'intérieur, et puis prosélytisme aussi. Notre langue est belle, on l'aime, on l'utilise, on n'est pas obligé forcément de l'imposer à d'autres qui ont eux-mêmes aussi leur langue, qui portent leur propre culture. Oui, vous comprenez qu'on la juge en tout cas suffisamment riche de par son histoire pour la faire connaître, la faire découvrir? Ah mais absolument, bien au contraire. C'est-à-dire c'est une langue qui est absolument magnifique, qui est digne d'intérêt, qu'il faut populariser et diffuser. Et d'ailleurs, c'est déjà le cas. C'est ça que je disais tout à l'heure en parlant de butin de guerre. Ça veut dire que il n'est pas question dans certains pays de le déposséder de la langue française et de leur expliquer que finalement ils ne la parleraient pas assez bien, qu'il faudrait qu'ils la réapprennent mieux, qu'ils la diffusent mieux, parce que c'est déjà le cas. Ils considèrent, moi je suis née d'un pays au Sénégal où il y a 10 grandes langues qui se parlent, qui sont dites donc vernaculaires, parlé par de petits nombres de personnes. Le français était un socle. Tout le monde parlait français parce que entre le Wolof, le Diola, le Mandingue, il n'y a aucune similitude. Donc on ne peut pas comprendre à l'oreille ce que le voisin disait. Donc il fallait une langue commune. Le Wolof a remplacé ça, mais le français pendant longtemps était la langue qu'on avait en partage dans un pays qui avait énormément de langues différentes. Donc c'est pas un problème en fait finalement. Je crois qu'il faut éviter en fait de dire notre langue. C'est-à-dire de penser que la langue française... Le nôtre est un nous collectif, ça inclut beaucoup de monde, 300 Donc, millions de personnes. Si c'est notre langue, à ce moment, la demande au pôle français, elle ne vient pas de l'OIF. Elle n'est pas imposée par l'OIF. Elle est une demande qui émane en fait des communautés humaines qui veulent la pratiquer. Et je crois que il y a des exemples qui ont montré en fait que si les États veulent investir dans la langue française, elle va réussir. Si les États et les populations ne veulent pas investir dans la langue française, ou dans toute autre langue d'ailleurs, ces langues-là ne vont pas réussir. Donc, ça n'est pas... Les organisations internationales peuvent créer les conditions pour une diffusion saine, peuvent créer les conditions, si vous voulez, pour en fait permettre l'accession à la langue. Mais les véritables demandes, elles sont nationales, elles viennent des communautés humaines. Merci beaucoup Rada Tirvassen, merci également à Fatimata Ouansania, à Bérengère Viennot et à Metin Arditi qui étaient avec nous en duplex de Genève, d'avoir bien voulu débattre. On continue d'en parler bien sûr avec un œil sur les médias tout de suite.